La scolarisation des enfants placés, voilà le thème de notre débat avec Corinne Guida. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de l'innovation, de l'appui et de la qualité à la Fondation Action Enfance. Et Bénédicte Galtier, bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes adjointe au directeur du département Société et Politique Sociale chez France Stratégie. Il y a, Corinne Guida, 380 000 enfants qui sont suivis par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Peut-être il faut rappeler d'où ils viennent, quoi. Que leur est-il arrivé en général avant de se retrouver dans une structure d'accueil? Tout à fait. Tous ces enfants ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance pour des faits de maltraitance ou de carence éducative importantes. Le juge des enfants a décidé de les séparer de leur environnement familial pour leur permettre de retrouver des conditions d'éducation et d'épanouissement plus satisfaisants. On en a une grosse moitié qui sont confiés en établissement, foyer, maison d'enfants ou village d'enfants et d'adolescents. Et l'autre moitié sont suivis à domicile par des travailleurs sociaux. Ouais. Avec une scolarité qui est, Bénédicte Galtier, plus difficile. En quoi elle est différente de la scolarité des autres enfants? Je crois que la principale conclusion à retenir est que les jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance ont des difficultés scolaires importantes et précoces qui se voient de plusieurs manières. La première, c'est qu'ils ont très souvent redoublé. Je vous donne juste deux chiffres. Des jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance ont été interrogés en 2014 et parmi eux, 40% avaient redoublé dès l'école primaire. Si maintenant on les compare à l'ensemble des jeunes qui ont été interrogés la même année, seuls 16% avaient redoublé à l'école primaire. Ce qui veut donc dire que les jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance sont 2,5 fois plus nombreux à avoir redoublé à l'école primaire que les autres jeunes. Ouais. On voit aussi qu'ils sont souvent déscolarisés avant 16 ans. 16% des enfants placés à l'ASE déscolarisés avant 16 ans, c'est 4% en population générale. C'est un autre symptôme de cette différence dont on parle. Absolument. Dans l'enquête dont je parlais, un quart des jeunes ont été déscolarisés au moins une fois pendant au moins 2 mois. À cela s'ajoute aussi le fait que les jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance sont beaucoup plus souvent que les autres jeunes scolarisés dans l'enseignement spécialisé qui scolarise les élèves en grande difficulté scolaire ou en situation de handicap. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels ils sont plus en retard que d'autres? Alors les études qualitatives montrent qu'effectivement ils ont des difficultés en lecture, en écriture, en compréhension, en imagination aussi et des difficultés d'attention. Et donc vous menez des actions, notamment à la Fondation Action Enfance, pour les accompagner. Qu'est-ce que vous proposez, Corinne? On propose déjà un accompagnement quotidien réalisé par les éducateurs qui suivent la scolarité telle qu'on la suivrait à la maison. Vraiment de l'accompagnement des enfants à l'école jusqu'au suivi des devoirs en fin de journée. Mais également, on essaye de renforcer par du soutien scolaire avec des partenaires extérieurs qui individualisent beaucoup plus le suivi scolaire auprès des enfants, apprendre ses leçons, parfois apprendre à travailler, apprendre à s'organiser. Ça prend différents chemins, mais on essaye d'individualiser au plus cet accompagnement-là. Et de peut-être insuffler l'idée que l'échec n'est pas écrit. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. On a aussi de belles réussites. En effet, on voit que le parcours de placement est compliqué et crée beaucoup de ruptures. Donc on essaye, nous, de redonner de la stabilité, de recréer des liens dans l'environnement proche également, et de permettre aux enfants de réaliser parfois leurs rêves. C'est-à-dire en protection de l'enfance, la fin est un peu prématurée. Les jeunes quittent parfois les établissements à 18 ou 21 ans. Quand dans une famille, on est plutôt autour de 25-26 ans. Donc on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Et parfois, les jeunes vont privilégier des études courtes. Nous, on est... Pour gagner leur vie le plus tôt possible. C'est ça, beaucoup ont un CAP. 30% des enfants accueillis chez nous ont un CAP, alors que dans la population générale, ça s'inverse. Il y en aurait que 8. Donc on essaye de permettre des études longues et de financer ces études après même l'accompagnement par l'aide sociale à l'enfance. Oui, l'idée, c'est même de définir un projet qui soit à la fois scolaire et professionnel, c'est-à-dire que l'idée de se projeter assez loin, c'est ça? Assez loin. Alors, dans nos établissements, on appelle ça le projet personnalisé. C'est un outil, mais c'est ce qui permet vraiment, avec l'enfant, de voir ce qui lui plaît, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il est capable de faire, et d'adapter nos moyens en fonction de ce projet-là. Est-ce qu'il faut lutter, Bénédicte Galtier, aussi contre une forme d'autocensure
l'autocensure. C'est-à-dire que je suis placé à l'ASE, j'ai ce parcours familial chaotique, j'ai vécu ce que j'ai vécu, donc de toute façon, les études, c'est pas pour moi et la réussite, c'est pas pour moi. Il n'y a pas que de l'autocensure. Hein. Oui. Quand on a interrogé les jeunes, à 17 ans, parmi ceux qui étaient encore scolarisés, 77% souhaitaient poursuivre leurs études. Or, vous l'avez dit très justement, les jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance sont souvent titulaires d'un CAP et d'un BEP. Aussi parce que la logique institutionnelle fait qu'à partir de 18 ans ou 21 ans plus tard, ils ne seront plus pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Oui, c'est-à-dire l'ASE, ça s'arrête brutalement et donc là, il y a un principe de réalité. Il faut que je gagne ma vie. Quoi. Et dans ce contexte, les professionnels de l'aide sociale à l'enfance encouragent les jeunes placés à suivre des études courtes professionnalisantes qui vont leur donner rapidement un diplôme et qui est censé leur permettre d'avoir un emploi. Et il les décourage de suivre des études longues. Ouais. Est-ce on parlait de déscolarisation tout à l'heure, est-ce que, peut-être je vous poserai la question à toutes les deux, mais est-ce que c'est possible d'anticiper le moment où la déscolarisation peut intervenir? Vous voyez ce que je veux dire? Alors on sait que les périodes de déscolarisation sont fréquentes l'année du placement, parce que les placements engendrent souvent des changements d'établissement et des retards dans les inscriptions scolaires sont fréquentes pour des questions de suivi de dossier. Donc pour éviter les périodes de déscolarisation, on pourrait essayer de limiter au maximum les retards administratifs dans les suivis de dossiers lors de changements d'établissement. Comment, Corinne Guida, vous anticipez éventuellement chez Fondation Action Enfance ces périodes, ce risque de déscolarisation? On essaye déjà, quand c'est possible, d'accueillir les enfants à la rentrée ou à la fin d'un cycle scolaire, déjà pour ne pas casser l'année scolaire, parce qu'après c'est très compliqué de les rescolariser. Après, on mène beaucoup de partenariats avec l'éducation nationale. Nous, on travaille beaucoup avec les enseignants. On essaye de les rencontrer fréquemment, de les inviter en début d'année scolaire pour se présenter et essayer d'avoir un dialogue au maximum pour repérer tous ces risques de déscolarisation. Après, tout à l'heure, vous parliez de fin de parcours et nous, on essaye vraiment de porter le projet des enfants et des jeunes au maximum et d'encourager le rêve et des études qui ne seraient pas réalisables dans un parcours de protection de l'enfance par un dispositif Action Plus qui accompagne les jeunes après le placement. Et on a de bons résultats par ce biais-là. Ouais. Sur les rôles modèles, on emploie souvent ce terme-là, c'est-à-dire que voilà, c'est vrai qu'il y a plein de façons de voir. Il y a les statistiques, il y a ce que disent les chiffres, et ils sont pas très rassurants, mais il y a aussi des histoires. Par exemple, je lisais l'interview d'un chef d'entreprise qui s'appelle Jonathan Angelov, qui a été un enfant placé, qui est aujourd'hui à la tête d'un empire immobilier à Paris, cofondateur d'une entreprise Aircall qui a été valorisée à 1 milliard d'euros. Bon, il prouve que c'est possible. Est-ce qu'il y a quelques rôles modèles comme ça, Bénédicte Galtier, que vous pouvez mettre en avant, et est-ce que ça marche forcément ? Alors, ces rôles modèles, on ne peut pas les voir dans les statistiques. Oui. Par contre, on a interviewé quelques jeunes qui avaient été placés. Et il y a une jeune fille qui a réussi à faire des études supérieures. Elle s'est beaucoup battue avec un parcours du combattant. Donc oui, ça existe, il y a de belles réussites, mais quand on regarde globalement les statistiques, ce sont plutôt les difficultés scolaires. Bien sûr. Je minimise pas les statistiques, mais si on essaye de créer d'inverser la spirale négative, vous voyez ce que je veux dire, Corinne Guida, est-ce que... Alors peut-être que d'ailleurs, il y a des anciens enfants placés qui... s'en sont sortis, qui ont fait des études supérieures, qui ont réussi à créer une entreprise voilà, et qui veulent plus trop en parler. Je ne sais pas si ça existe aussi, ça. Oui, ça c'est très personnel, mais c'est vrai qu'on a de belles histoires, de belles aventures à raconter, des enfants qui deviennent avocats, on a une enfant dont je me souviens qui souhaitait vraiment intégrer une école de mousse à Brest. Nous étions en Seine-et-Marne, très compliqué, et pourtant on l'a accompagnée à trouver un hébergement, une alternance, à revenir au village d'enfants et à suivre sa formation. Et pour moi, c'est une belle réussite puisqu'on est allé dans le sens de ce que souhaitait cet enfant et qui a trouvé sa place, qui a une fierté à réaliser ce métier, à être sur son bateau. Ouais. Est-ce que, Bénédicte Galtier, les difficultés scolaires ou la déscolarisation sont moins fréquentes quand l'enfant est placé dans une famille d'accueil plutôt que dans une structure ?
Alors, ce que l'on observe, c'est que la scolarité tend effectivement à être reléguée au second plan dans les établissements, alors que certaines familles d'accueil s'impliquent au quotidien dans le suivi scolaire et dans l'accompagnement aux devoirs, et certaines mettent en place une organisation de vie autour de la scolarité, que ce soit pour les horaires de coucher, un temps dédié au travail scolaire. Certaines familles d'accueil prodiguent également des encouragements aux jeunes dont elles ont la charge, et elles nourrissent des attentes élevées, et tout ça crée un cadre qui est favorable à la réussite scolaire, alors que les jeunes en établissement vivent dans un environnement qui est peu propice au travail scolaire. Ouais, l'aide sociale à l'enfance, Corinne Guida, l'ASE, c'est un service public sous-doté ? En tout cas, sur l'accompagnement scolaire, c'est vrai que nous, on utilise beaucoup l'appel aux dons pour financer tout ce soutien scolaire. Il est assez peu pris en charge par l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui. Donc, il faut trouver d'autres alternatives. On peut développer aussi le mentorat pour les jeunes et les accompagner dans leur scolarité, dans la recherche de stage, qui est plus compliqué aussi pour un enfant placé qui a moins de réseau autour de lui. Toutes ces actions favorisent vraiment porte l'ambition scolaire. Je crois que quand on parlait famille d'accueil, établissement, il est nécessaire qu'on porte tous cette ambition pour les enfants. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise ou de cadres de dirigeants d'entreprise qui nous regardent. Ils peuvent vous aider ? Tout à fait. Ils peuvent travailler avec nous sur le mentorat, sur le partenariat. On développe complètement ces actions-là qui sont importantes pour les enfants accueillis. Oui. Merci beaucoup à toutes les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.